Nous sommes arrivés à un moment un peu solennel de notre cours, en à peu près la moitié des 8 chapitres, et nous allons à présent voir la formulation locale de la loi de Faraday, qu'on appelle équation de Maxwell-Faraday, et nous allons compléter le tableau des 4 équations de Maxwell qui sont vraies en tout lieu et en tout temps, c'est-à-dire que nous allons obtenir 4 des équations les plus célèbres de la physique, puisque ce sont des équations qui ont été obtenues en 1865 par James Clerk Maxwell et qui ont fondé la théorie d'unification des champs électriques et des champs magnétiques, d'où dorénavant la notion d'électromagnétisme. E et B sont jamais que deux facettes d'un même phénomène fondamental, alors qu'on pensait longtemps que c'était des champs fondamentalement différents. Et donc, on considère que cette théorie est une théorie d'unification, comme par exemple Newton avait unifié les phénomènes mécaniques avec sa théorie de la gravitation. Bien. Alors ici, l'idée, vous allez voir que la démonstration est très rapide. Peut-être elle passe un peu sous silence quelques subtilités. C'est l'idée selon laquelle on a maintenant, pour des champs électriques qui ne seraient pas statiques, c'est nouveau ça. Jusqu'à présent, on a toujours vu des champs électriques statiques. La circulation sur un contour fermé, qui est non nul, équivaut, E égale moins dφ sur dt, donc moins d sur dt de l'intégrale de flux de B à travers S. Alors attention, S qui s'appuie sur le contour, hein, c'est toujours la même question. S et gamma ne sont pas indépendants l'un de l'autre, mais intimement liés jusque dans les orientations du contour d'une part et de la surface par la règle de la main droite. Alors ici, on va appliquer un procédé qu'on a déjà vu et qu'on reverra encore souvent. C'est l'idée selon laquelle ici on intègre spatialement, puisque ds c'est un infiniment petit de surface, d'ordre 2, tandis qu'ici c'est une dérivée temporelle. Variables d'espace et temps sont indépendants, donc on peut échanger l'intégration spatiale avec la dérivation temporelle. Ça veut dire qu'on va appliquer le d sur dt à l'intérieur de l'intégrale. Ça me donne intégrale de flux sur S de moins dB sur dt scalaire ds. Et ici, il me reste juste la place pour utiliser une formule qu'on a peut-être un peu oubliée depuis qu'on l'a établie ensemble, c'est la formule de Stokes. C'est la formule de Stokes. Souvenez-vous, la formule de Stokes, on peut la considérer comme la définition intrinsèque du rotationnel d'un vecteur. Et cette formule de Stokes dit que la circulation d'un vecteur sur un contour fermé est égale à l'intégrale de flux de son rotationnel sur une surface quelconque qui s'appuie sur le contour de circulation. Donc tout ça, hein, si je regarde le membre ici à l'extrême gauche, circulation de E à travers gamma, me donne intégrale de flux de son rotationnel sur S qui s'appuie sur gamma. Voilà, alors on oublie le début de l'équation et on regarde la dernière égalité. Et tout ça c'est vrai, quel que soit le circuit, quel que soit gamma, quel que soit S. Ça veut dire que si cette égalité intégrale est vraie, quelle que soit la surface en jeu, ça veut dire qu'en fait on peut identifier rotationnel de E à moins dB sur dt. Donc l'équation de Maxwell dite Faraday, et quelque part, on s'attendait probablement à quelque chose de cette forme. Je l'encadre en rouge parce que l'heure est grave. Rotationnel de E égale moins dB sur dt. Alors certes, ce n'est pas une démonstration peut-être au sens vraiment rigoureux du terme. On va s'en contenter. Il y a certainement plein de subtilités qui sont d'abord un peu difficiles. On va par contre maintenant faire la liste.
On est content, c'était un des buts de ce cours, c'était la construction de ces équations de Maxwell, plutôt que de les parachuter, de les faire tomber du ciel à la manière d'un hocus-pocus. En fait, ici, on les a établis, évidemment, à partir de connaissances préalables. C'est clair que rien ne vient de rien, et on est parti de connaissances d'un cours d'électromagnétisme, disons, de niveau 1, qui présentait plus ou moins tous ces phénomènes sous forme macroscopique intégrale, et nous les avons maintenant déclinés sous forme locale. Le gros intérêt de la formulation locale, ça va être la capacité de montrer de façon très efficace que ces équations de Maxwell prédisent, en fait, l'existence d'ondes électromagnétiques. Et ça sera la suite du cours qui portera sur la propagation dans le vide, puis dans une matière un peu simplifiée, des ondes électromagnétiques, ainsi que leur génération via une des méthodes qu'on appelle le rayonnement dipolaire. Alors, les 4 équations de Maxwell, on prend le temps de les commenter, parce qu'on les trouve évidemment dans tous les bouquins, mais peut-être on ne les commente pas assez. Alors je rappelle que divergence de E égale ρ sur epsilon 0, et divergence de B égale 0. Je rappelle que les champs électriques sont créés de façon statique avec la géométrie qui correspond à un champ de divergence par des charges électriques en densité ρ, qu'on appelle des monopôles électriques. Et celle-là, on peut l'interpréter comme étant le pendant, pour B, à ceci près qu'il n'existe pas de monopôle magnétique, et ce n'est pas faute de les avoir cherchés. De grands scientifiques ont même cru à un moment donné les avoir trouvés. Finalement, c'était pas bon. Mais à l'heure actuelle, on considère qu'il n'existe pas de monopôle magnétique. On vient d'établir rotationnel de E égale moins dB sur dt. Et nous avions établi au chapitre 3, rotationnel de B égale mu0 facteur de J plus epsilon 0 dE sur dt. Voilà les 4 équations de Maxwell. Maxwell-Gauss, puisque celle-ci dérive du théorème de Gauss. Celle-ci, apparemment, n'est pas associée à un nom propre. On la trouve quelquefois sous l'appellation Maxwell-flux, puisqu'elle est relative au flux de B. Ici, Maxwell-Faraday. Et la dernière, enfin, Maxwell-Ampère, puisque dans sa version statique, c'est-à-dire si on oublie le terme en dE sur dt, on est renvoyé au théorème d'Ampère sous forme différentielle. Soit dit en passant, Einstein les appelle Maxwell, les équations de Maxwell Hertz, puisque Hertz va jouer un rôle très, très important, à peine ces équations de Maxwell établies en 1865, on en reparlera un petit peu plus tard. Bon, il faut les commenter. On ne les commente pas assez. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ces équations nous disent comment on crée les champs électriques et magnétiques. Et on voit qu'on les crée essentiellement de 2 façons différentes, mais que ces 2 façons de les créer différentes correspondent aussi à des propriétés géométriques différentes. Parce que lorsqu'un champ est décrit par une divergence, ça correspond à une géométrie donnée, par exemple, le champ E radial lorsqu'il est créé par une charge Q ponctuelle, tandis que lorsqu'un champ est créé sous forme d'un rotationnel, alors on a par exemple ici un courant dans un fil infini qui génère des lignes de champ qui sont circulaires avec un champ B qui n'est pas radial mais orthoradial. Donc déjà il faut bien comprendre que chaque équation nous dit un peu
la géométrie des champs E et B créés moyennant le fait qu'ils soient soit issus d'un champ de divergence ou d'un champ de rotationnel. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est important à comprendre. Et tous les prototypes de champs, que ce soit E ou B, que nous avons vus ensemble, il faut que vous les compreniez bien et que vous compreniez à quel type d'opérateurs différentiels ils sont associés, divergence ou rotationnel. Donc ça, c'est, on peut dire, les effets ou les conséquences. Dans les membres de droite, on a en fait les causes, ou ce qu'on appelle plus classiquement en physique les sources. Ici, les effets, là, on a les sources. Donc on va les regarder une à une. Les charges électriques au repos génèrent des champs électriques statiques moyennant une géométrie de divergence. Il n'y a pas de charge magnétique qui générerait des champs statiques avec la géométrie de la divergence. En revanche, les charges en mouvement, donc ça génère des densités de courant, créent des champs magnétiques statiques. Il n'y a pas de terme ici qui dépend du temps. Ça crée un champ B statique, mais qui n'est pas un champ en divergence, qui est un champ rotationnel. Et enfin, il y a deux autres types de sources de création des champs E et B. C'est ici, à la constante près, dE sur dt et dB sur dt. C'est-à-dire que lorsque les champs électriques et magnétiques ont un comportement dynamique, c'est-à-dire qu'ils varient avec le temps, ils sont eux-mêmes sources, on va dire, du champ cousin. La variation du champ magnétique génère un champ électrique à géométrie rotationnelle. Le signe moins ici, c'est un détail. Tandis que la variation temporelle de E génère avec la même géométrie, celle du rotationnel, un champ B. Voilà. Alors si vous avez bien compris, je pense que, a priori, on a vu tous ces éléments, les géométries liées aux opérateurs et les différents termes de source qui existent dans la nature, en fait, vous avez compris la substantifique moelle fascinante de ces équations de Maxwell. Et dans le paragraphe qui va venir, on va reprendre un peu... Alors, les termes en divergence, on va les laisser tomber parce qu'on se les était bien appropriés dans le cours de niveau 1. On va revenir un peu sur les deux sources nouvelles. Ici, ce qu'on appelle le courant de déplacement, hein, puisque epsilon 0 dE sur dt, c'est bien homogène à une densité de courant. On appelle ça le courant de déplacement. Donc on va regarder comment, avec un courant de déplacement, on crée un champ magnétique. Et on va regarder un petit peu comment, avec une variation de B, on arrive à créer un champ électrique à circulation non nulle sur un contour fermé, c'est-à-dire un champ qui n'obéit plus à E égale moins gradient V, qui était une relation qui était propre au champ statique.